Donc, après avoir fini l'examen de la femme, il faut savoir que dans la consultation de fertilité, c'est un examen du couple. On n'examine jamais la femme seule. D'accord? C'est un examen de la femme et du mari. Donc, l'examen du mari, c'est l'âge, les antécédents médicaux de diabète et d'hypertension artérielle, les antécédents de chirurgie, essentiellement les varicocèles, l'hernie inguinale, les torsions testiculaires, les antécédents urologiques qui orientent vers un problème masculin, c'est essentiellement les cryptorchidies, les orchides, les oreillons, les infections, les traumatismes testiculaires, les troubles de la libido, de l'éjaculation, les antécédents de grossesse avec toxiques, surtout l'alcool, le tabac, la chimiothérapie et la radiothérapie. Et enfin, la prophylaxie, c'est l'exposition aux agents chimiques, le plomb, le mercure, la chaleur, les irradiations, les pesticides et les herbicides. Donc, après l'interrogatoire, l'examen, il est capital. Donc, déjà à l'inspection du pénis, il faut voir la localisation du méa urétral, le scrotum à la recherche d'un hydrocèle, l'examen des testicules, la taille des testicules et la consistance, l'épididyme et les canaux différents à la recherche de leur présence tout d'abord et la présence d'un kyste ou de nodule épididymaire. Donc après la fin de cet examen clinique, d'accord, là la grande question c'est est-ce qu'il faut demander des examens paracliniques? Il faut savoir que les bilans paracliniques en matière de stérilité, c'est des bilans qui coûtent cher. Donc, il faut savoir quand demander ces bilans paracliniques et quel bilan clinique il faut demander en première intention. Il faut savoir que la gestion de ce problème d'infertilité, il a beaucoup évolué selon ces dernières années. S'il était jadis admis qu'il fallait commencer un bilan d'infertilité après 2 ans ou 2 ans et demi d'infertilité, aujourd'hui, selon les nouvelles recommandations de l'OMS, il faut commencer un bilan à partir d'1 an de rapport sexuel sans contraception. Et il faut le commencer plus tôt s'il y a des facteurs de risque, à savoir une patiente qui est âgée de plus de 35 ans, en cas d'antécédents évidents masculin ou féminin, comme un couple avec notion d'oreillon, d'orchidite ou de pathologie féminine. Donc, commencer un bilan de première intention dès la première consultation, ou en cas à l'interrogatoire des cycles irréguliers, des cycles longs ou des cycles courts. Dans ces cas, il faut commencer le bilan dès la première consultation. Donc, pour résumer les choses, selon les nouvelles recommandations, patiente, un couple qui vient consulter, on demande un bilan après 1 an d'infertilité. Pas après 1 an et demi, pas après 2 ans. C'est après 1 an d'infertilité, on demande un bilan systématique. On peut le demander de façon plus précoce s'il y a des facteurs de risque, à savoir une patiente qui est âgée de plus de 35 ans, quand à l'interrogatoire ou aux antécédents, il y a des antécédents évidents masculins ou féminins, ou bien si à l'interrogatoire on trouve qu'il y a des cycles irréguliers qui sont longs, qui sont courts ou qui sont irréguliers. Donc maintenant, quel bilan il faut demander? Donc on a dit que les bilans ils coûtent cher, donc logiquement les bilans à demander ils sont largement orientés par les étiologies les plus fréquentes. Et les étiologies les plus fréquentes chez la femme, c'est la dysovulation. Donc qu'est-ce qu'on va demander en première intention? Donc très bien, on va demander un bilan de la réserve ovarienne, essentiellement hormonale. Le bilan hormonal qu'on va demander en première intention, c'est le FSH, c'est l'ostradiol et c'est l'AMH. Deuxième bilan qu'on va demander en matière de dysovulation, c'est quoi? C'est l'échographie pelvienne. Donc 2 examens pour la dysovulation, c'est un bilan hormonal au 3e jour du cycle et c'est l'échographie pelvienne et on va voir pourquoi. Deuxième pathologie la plus fréquente, c'est les obstructions tubaires. Donc qu'est-ce qu'on va demander en première intention? Très bien, on va demander une hystérosalpingographie. Et enfin pour les pathologies masculines,
il n'y a qu'un seul bilan à demander systématiquement, c'est le spermogramme. Soit qu'il est normal, ça veut dire qu'il n'y a pas de pathologie masculine, soit qu'il est anormal, et là, on va passer au bilan de deuxième intention. Donc, le bilan de la réserve ovarienne, on demande une FSH, de l'œstradiol, pas à n'importe quel moment du cycle, à J3 du cycle. Si vous faites de la FSH ou de l'œstradiol à J10 ou à J20, ça n'a aucune importance. Ça ne va pas nous renseigner à grand chose. Donc on le fait systématiquement au 3e jour du cycle. Pourquoi? Parce que ça permet de dépister est-ce qu'il y a une bonne réserve ovarienne ou pas. Normalement, on a une FSH aux alentours entre 5 et 10 au 3e jour du cycle. Et une oestradiol qui est normalement inférieure à 70. Toujours au 3e jour du cycle. Donc si on a une FSH qui est augmentée et de l'oestradiol qui est augmentée, ça signe vers quoi? Vers une insuffisance ovarienne qui est débutante. D'accord? Donc si vous avez une FSH qui est effondrée à 1 ou à 2 et des oestradiols qui est très diminuée, ça oriente vers une origine centrale, vers un hypogonadisme. D'accord? Donc FSH, oestradiol, c'est très important. Deuxième bilan qui est très important pour nous orienter vers la réserve ovarienne, c'est l'AMH, l'hormone antimullérienne. L'AMH, elle est produite par les cellules de la granulosa des follicules en phase de croissance. Elle a une bonne prédiction de la réponse ovarienne et elle a un bon reflet du capital ovarien. L'échographie pelvienne, elle est recommandée en première intention, c'est une échographie de préférence endovaginale. Elle nous donne pas mal de renseignements sur l'utérus et sur les ovaires. Sur l'utérus, on va étudier la ligne d'interface ou l'endomètre. Est-ce qu'il est fin? Les mensurations de l'endomètre. Est-ce qu'il y a une pathologie intracavitaire? Est-ce qu'il y a un fibrome ou un polype qui est intracavitaire? Ça nous permet de nous renseigner sur le myomètre. Est-ce qu'il y a une formation à l'intérieur du myomètre en faveur d'un fibrome myométrial? Est-ce que le myomètre il est hétérogène en faveur d'une adénomyose? Et enfin, elle nous renseigne sur les ovaires. D'accord? Donc, voir est-ce qu'il n'y a pas de kyste à l'intérieur de ces ovaires, mais aussi de façon très importante, l'échographie en matière d'infertilité, elle diffère de l'échographie en dehors de l'infertilité. En infertilité, il faut obligatoirement insister sur la réserve de comptage folliculaire. D'accord? Elle se fait au 3e jour du cycle et il faut impérativement compter les follicules à l'intérieur de chaque ovaire parce que ça nous renseigne de façon très importante sur la réserve ovarienne et sur la réponse au traitement qu'on va prescrire par la suite. Un ovaire normal, normalement, on doit avoir 5 à 8 follicules par ovaire. Si on a moins de 3 follicules par ovaire, ça nous oriente vers une insuffisance ovarienne. Au contraire, si on a plus de 12 follicules par ovaire, ça nous oriente vers un syndrome des ovaires polykystiques. Donc déjà, à l'échographie, ça nous oriente vers les étiologies. L'hystérosalpingographie. C'est quoi l'hystérosalpingographie? Donc très bien, ça veut dire on injecte un produit de contraste par voie vaginale à l'intérieur de l'utérus et ça permet une opacification de la cavité utérine et des trompes. C'est actuellement le seul moyen non invasif pour étudier les trompes. D'accord? Donc c'est un examen qui est essentiel en matière d'exploration de la fertilité. Donc ça permet d'un petit peu d'étudier la cavité utérine, voir est-ce qu'il n'y a pas d'image d'addition, comme par exemple ici il y a un fibrome intracavitaire. Normalement la cavité utérine elle est triangulaire, elle est régulière. On peut avoir des images de soustraction comme ici, un fibrome intra-utérin, des images comme ici de synéchie intra-utérine.
Ici, on a des bords utérins qui sont rectilignes et qui sont rigides en faveur d'adénomiose. Si vous avez entendu les cornes de taureau, là, on a des diverticules en faveur d'une adénomiose. Elle nous renseigne aussi sur les trompes. C'est le seul moyen qui permet d'étudier les trompes de façon non invasive. D'accord? Quand par exemple, si je vous demande ici d'interpréter cette hystérosalpingographie, donc qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez dire? Très bien, donc on a ici une obstruction tubaire qui est proximale. Donc déjà, on a là l'étiologie de cette infertilité. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une dilatation des trompes, c'est un hydrosalpingue, c'est bilatéral, d'accord, avec obstruction tubaire. Là, on a dans un temps tardif un brassage péritonéal qui est très cloisonné en faveur de synéchie et d'adhérence, pardon. Donc ça, c'est des adhérences pelviennes. Là, on a une malformation utérine, c'est un utérus qui est bicorne. Donc les bilans systématiques à demander pour chaque patiente, pour chaque couple infertile, c'est bilan de la réserve ovarienne, l'hystérosalpingographie, l'échographie pelvienne et le spermogramme. Donc spermogramme, c'est un moyen qui est essentiel pour étudier la qualité du sperme, permet de définir les anomalies s'il y a du sperme. Un sperme normal, il y a plus de 15 millions de spermatozoïdes. Si on a moins de 15 millions, c'est une oligospermie. Une azospermie, ça veut dire qu'il n'y a pas de spermatozoïdes dans le sperme. La mobilité, normalement, après 1 heure, la mobilité progressive, ça veut dire A plus B, elle doit être supérieure à 32%. Si elle est moins de 32%, ça définit une asténospermie. Donc ça, c'est important pour l'interprétation des spermes. Et c'est une question d'exemple. La vitalité, normalement, elle doit être supérieure à 58. Inférieure à 58, c'est une nécrospermie. Les formes typiques, normalement, ils doivent être supérieures à 4%. S'ils sont inférieurs à 4%, ça définit une tératospermie. Donc, bilan du couple infertile, c'est bilan de la réserve ovarienne, échographie, hystérosalpingographie, spermogramme. Actuellement, donc, les bilans de première intention, ils sont bien codifiés, c'est ça. Il y a quelques années, on demandait un test post-coïtal de Horner. Donc ça veut dire étude du comportement des spermatozoïdes dans la glaire cervicale, voir est-ce qu'ils sont mobiles. Actuellement, il n'est pas recommandé en première intention. Il y a quelques années, on demandait aussi la courbe de température. Donc on demande à la patiente de prendre sa température chaque jour au réveil. C'est une température qui est rectale et on la relate sur une courbe. Normalement, s'il y a une ovulation, il y a augmentation de la température suite à la sécrétion. Méthode qui est un petit peu astreignante pour la patiente et d'interprétation qui est un petit peu difficile et aléatoire. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'indication à demander aux patientes de faire une courbe de température. Aujourd'hui, elle est largement dépassée par qu'est-ce qu'on peut demander à la patiente. On peut demander de faire un dosage de progestérone au 21e jour du cycle. Donc si la progestérone elle est augmentée, ça veut dire qu'il y a une ovulation. Si la progestérone n'est pas augmentée, ça veut dire que la patiente n'a pas ovulé dans ce cycle. Maintenant, les bilans de deuxième intention. Les bilans de deuxième intention, ils sont demandés s'il y a des signes qui orientent vers une pathologie. S'il n'y a pas de signes qui orientent vers une pathologie, on demande uniquement un bilan de première intention. Donc en deuxième intention, s'il y a des signes qui évoquent un trouble de l'ovulation, on demande une prolactinémie, TSH, un bilan androgénique, surtout si on suspecte des ovaires polykystiques, donc à la recherche du dosage du testostérone total, du delta-endosténédione
du déhydroépiandrosténone et la progestérone à J21 du cycle. L'hystéroscopie elle est recommandée en cas de suspicion de pathologie endocavitaire à l'hystérosalpingographie ou à l'échographie. Donc si vous faites une échographie, vous suspectez qu'il y a une image intracavitaire, on demande en deuxième intention une hystéroscopie. Vous savez tous ce que ça veut dire une hystéroscopie? C'est quoi une hystéroscopie? Donc très bien, c'est une exploration endoscopique, d'accord, de la cavité utérine. Donc elle permet de voir ce qui se passe à l'intérieur de la cavité utérine. Par exemple, ici on a un endomètre qui est hyperémié, qui est en faveur d'une endométriose. Ici on a un polype intracavitaire. Ici on a des synéchies. Donc cette hystéroscopie elle est indiquée en cas d'antécédent de curetage, en cas d'échec d'implantation, en cas d'endométrite et en première intention si on veut faire une injection intracytoplasmique, ça veut dire une ICSI. Donc les recommandations pour réaliser une célioscopie, ce n'est pas de façon systématique. On réalise une célioscopie s'il y a une pathologie tubo-pelvienne qui est suspectée, s'il y a des antécédents d'appendicite compliqués, s'il y a antécédent de chirurgie pelvienne, s'il y a antécédent de maladie inflammatoire pelvienne, ça veut dire une péritonite ou bien une pylvipéritonite chez une patiente qui vient consulter chez vous pour un problème de fertilité, là on indique une célioscopie en deuxième intention. En cas de clinique évocatrice d'endométriose, en cas de séropositivité de chlamydier et enfin en cas de présence d'hydrosalpinx. Donc c'est ça actuellement les indications recommandées pour faire une célioscopie. Le karyotype féminin, il est indiqué si la patiente présente des fausses couches à répétition, supérieures à 3 fausses couches, s'il y a des malformations génitales ou bien une aménorrhée primaire, on demande un karyotype pour la femme. S'il y a une insuffisance ovarienne, ça veut dire une ménopause avant 40 ans. Et si on veut faire une ICSI. Pour le bilan de monsieur, on va demander un échodoppler testiculaire,